Paris, été 1979. Une odeur étrange commence à émaner d'une Renault 5 blanche, garée depuis plusieurs jours sur une petite rue du 16e arrondissement. La police est appelée. À l'intérieur, un corps en décomposition avancée. Une lettre froissée entre les doigts. C'est Jean Seubert. Pour les Français, elle reste l'icône inoubliable de À bout de souffle, musin docile de la nouvelle vague. Pour les Américains, elle incarne autre chose, une menace, une trahison. Celle d'une star hollywoodienne qui a osé s'engager politiquement, soutenir les Black Panthers et dénoncer les hypocrisies de son pays natal. Mais derrière son regard clair et sa coupe garçonne devenue mythique, il y avait une femme traquée. Par les médias. Par ses propres démons. Jean Seubert n'est pas morte d'un excès de célébrité ou d'un banal chagrin d'amour. Elle a été brisée, lentement, méthodiquement, par une machine bien plus grande qu'elle. Pendant des années, le FBI orchestre une campagne de harcèlement psychologique. Surveillance constante, fausses rumeurs, destruction de réputation. Ils vont jusqu'à répandre que l'enfant qu'elle porte n'est pas de son mari, mais d'un militant noir. La presse s'en empare. Jean accouche prematurement. Le bébé meurt 2 jours plus tard. Où l'a-t-on poussé dans l'abîme, à petit feu? Une actrice lumineuse, un destin sacrifié, une vérité que l'on a longtemps étouffée. Aujourd'hui, il est temps de regarder derrière le glamour et les projecteurs. Car l'histoire de Jean Seubert est tout sauf un conte de fées. Ils m'ont tué, n'est-ce pas? Ses derniers mots avant le silence. Avant les projecteurs, avant Paris, avant Godard, il y a Marshalltown. Une petite ville paisible de l'Iowa, perdue au cœur du Midwest américain. C'est là, le 13 novembre 1938, que naît Jean Dorothy Seubert. Fille d'un pharmacien d'origine suédoise et d'une institutrice passionnée de littérature, elle grandit dans une maison où les apparences comptent plus que les émotions. Tout doit être propre, lisse, sans faille. Mais à l'intérieur, Jean est une enfant hypersensible. Un esprit trop vaste pour un monde trop étroit. Dès son plus jeune âge, elle se sent différente. Elle ne s'adapte pas vraiment. À l'école, elle est brillante, mais réservée. Ses camarades disent qu'elle parle comme dans les livres, que son regard est ailleurs. Elle rêve d'Europe, de grandes villes, de théâtre. À 10 ans, elle écrit ses premiers textes. À 12 ans, elle dit à sa mère qu'elle veut devenir actrice. Pas une star de cinéma. Une vraie actrice qui joue des rôles qui font pleurer les gens ou les changent un peu. Mais derrière cette ambition naissante, il y a des blessures plus profondes. Jean grandit dans l'ombre d'un père autoritaire, perfectionniste, souvent froid. Il veut une fille exemplaire, obéissante, droite. Pas une rêveuse. À l'adolescence, Jean développe une forme d'anxiété qu'on ne nomme pas encore. Elle oscille entre une apparente assurance en public et des accès de solitude dévorant une fois seule. À 17 ans, tout bascule. Il cherche une inconnue pour incarner Jeanne d'Arc dans son prochain film produit par Hollywood. Contre toute attente, Jean Seubert est choisi parmi plus de 18 000 candidates. Le rêve semble se réaliser. Sa mère pleure de joie. Son père reste sceptique. Lui, il aurait préféré qu'elle poursuive des études. Mais personne, surtout pas Jean, ne comprend vraiment ce qu'impliquera ce choix. On l'envoie directement à Londres, puis à Rome. Elle est catapultée dans un univers qu'elle ne maîtrise pas. Caméra, interview, costumier, maquillage, lumière crue, pression énorme. Jean, encore adolescente, incarne la plus grande martyre de l'histoire de France devant des millions de spectateurs. L'ironie ne lui échappera jamais. Le tournage est une épreuve. Preminger, connu pour être tyrannique, la dirige avec une dureté extrême. Il la pousse à bout, la fait recommencer les scènes des dizaines de fois. Il lui dit qu'elle ne sait pas jouer, qu'elle est froide, vide, incompétente. Jean in case. En silence. Le film, Saint-Johann, sort en 1957. C'est un échec critique cuisant. La presse américaine l'a démoli. Un célèbre chroniqueur écrit « Jean Seubert, la Jeanne d'Arc de l'Iowa, est une erreur de casting devenue blasphème cinématographique. Elle n'a que 18 ans. Elle pensait commencer une carrière. Elle débute par un lynchage. Et pourtant, elle tient bon. Elle enchaîne avec un deuxième film, toujours sous la direction de Preminger, Bonjour Tristesse, d'après Françoise Sagan. Cette fois, elle tourne en France. Elle découvre la langue, l'élégance européenne, la liberté. Et surtout, elle découvre Paris. Dans la capitale, Jean se sent revivre. Elle se sent vue autrement. Moins comme une erreur,
plus comme une promesse. C'est là qu'elle croisera, quelques années plus tard, le chemin de Jean-Luc Godard, et qu'elle deviendra, malgré elle, une figure culte du cinéma français. Mais à ce moment-là, elle n'est encore qu'une jeune fille blessée, fuyante, fragile sous ses grands airs. Elle sourit au photographe, mais dans ses lettres, elle écrit « J'ai le vertige. Tout est allé trop vite. Je suis en train de tomber et personne ne s'en rend compte. » L'ascension commence. Mais les fondations sont déjà fissurées. Fin des années 50. Jean Sebert s'installe à Paris. Loin des jugements américains, elle trouve dans la capitale française un souffle nouveau, une manière d'exister autrement. Ici, on ne lui demande pas d'être parfaite. On lui propose d'être elle-même. L'élégance naturelle, la voix fluette, le regard clair et cette étrangeté douce qui fascine. Jean devient vite une figure intrigante de la scène culturelle parisienne. En 1959, une rencontre va changer sa vie à jamais. Jean-Luc Godard, jeune cinéaste iconoclaste, prépare son premier long-métrage. Il cherche un visage neuf, un éclat brut, une présence qui casse les codes. Il pense à Jean. Elle hésite, puis accepte. Le film s'appellera Bout de souffle. C'est un tournage chaotique, libre, presque improvisé. Godard écrit les dialogues à la volée. Les prises se font à la lumière naturelle. Jean, elle, se fond dans son rôle avec une aisance désarmante. Elle ne joue pas Patricia, elle est Patricia, jeune, belle, insaisissable, perdue entre deux langues et deux mondes. Quand le film sort en 1960, c'est une révolution. Le cinéma français ne sera plus jamais le même. Et Jean Sebert devient une légende. Sa coupe garçonne fait le tour du monde. Sa silhouette, photographiée sur les Champs-Élysées, devient une icône de mode. Le succès est foudroyant. Elle tourne avec les plus grands, Fromager encore, mais aussi Robert Hossan, Claude Chabrol, Yves Boisset, Georges Lautner. Elle passe sans effort du cinéma d'auteur à des productions plus grand public. Elle parle anglais, français, parfois même les deux dans le même film. À seulement 22 ans, Jean Sebert est partout. Actrice, muse, symbole d'un certain chic à la française. Elle fascine la presse, le public, les intellectuels. Son couple avec Romain Gary, écrivain célèbre, diplomate, de 24 ans son aîné, fait des gros titres. Deux êtres brillants, écorchés, excessifs. Ils se marient en cachette à Corsé-sur-Vevey, en Suisse. Ils auront un fils, Alexandre. Mais derrière l'image de l'actrice adulée, des premiers signes de tension apparaissent. Jean commence à ressentir un malaise diffus. Elle est aimée pour ce qu'elle incarne, pas pour ce qu'elle est. On loue sa beauté, son accent, sa douceur. Mais on l'écoute peu. Et surtout, on la comprend mal. En coulisses, elle subit encore les séquelles de ses débuts violents à Hollywood. Elle se méfie des réalisateurs, doute de son talent, se juge durement. Romain Gary dira un jour « Jean avait le don de se saboter au moment précis où tout allait bien. Elle enchaîne les projets, mais certains tournent court. Elle accepte des rôles sans conviction, se disperse, s'épuise. Elle commence à parler de quitter le cinéma. On ne la prend pas au sérieux. Qui quitterait volontairement un tel piédestal? Mais Jean, elle, cherche autre chose. Elle s'intéresse à la politique, aux luttes sociales. Elle fréquente des intellectuels engagés, assiste à des conférences, commence à parler publiquement des inégalités raciales aux États-Unis. C'est là que tout bascule. En 1968, en pleine tourmente sociale mondiale, Jean Sebert prend position en faveur du Black Panther Party. Elle reverse de l'argent. Elle héberge des militants. Elle ose, publiquement, défendre ceux que l'Amérique blanche veut réduire au silence. Un choix rare et dangereux pour une actrice. Ce n'est plus seulement la star de À bout de souffle qu'on regarde. C'est la femme engagée. Celle qui ne veut plus jouer à faire semblant. Mais à Hollywood comme à Washington, on ne pardonne pas aux célébrités qui sortent de leur rôle. À la fin des années 60, Jean Sebert n'est plus seulement actrice. Elle est devenue cible. Son soutien au mouvement Black Panthers dérange. Une femme blanche, célèbre, qui défend publiquement les droits des Noirs. Pour le FBI de J. Edgar Hoover, c'est inacceptable. Elle est immédiatement fichée comme ennemie intérieure. Et intégrée à un programme secret, COINTELPRO, destiné à neutraliser des figures jugées subversives. Dès lors, la vie de Jean bascule dans une paranoïa insidieuse. Elle est suivie, écoutée, épiée. Ses appels sont enregistrés. Son courrier ouvert.
Ses déplacements scrutés. La presse à scandale commence à recevoir des fuites ciblées, des rumeurs, des dossiers, des montages. Et un jour, le coup de grâce. En 1970, alors que Jean est enceinte, un journaliste du Los Angeles Times publie un article affirmant que l'enfant qu'elle porte est le fruit d'une liaison avec Raymond Hewitt, membre noir du Black Panther Party. C'est faux, mais c'est signé FBI. Une manipulation froide, méthodique. L'objectif, la briser. Et ça fonctionne. Jean est s'effondre. Littéralement. Son accouchement est déclenché prématurément. Sa fille, Nina, meurt 2 jours plus tard. Le choc est tel qu'elle fait transporter le corps du bébé dans un cercueil ouvert à travers tout le pays pour prouver que l'enfant est blanc. Cette scène, déchirante, entre à Romain Gary jusqu'à sa propre mort. À partir de là, Jean ne remontera plus vraiment à la surface. Elle plonge dans une dépression profonde. Son sommeil est haché. Elle commence à consommer des anxiolytiques, puis des somnifères, puis de l'alcool. Son entourage tente de l'aider, mais Jean se renferme. Elle alterne les phases d'angoisse aiguë et le silence infini. Les studios la frient. Les projets s'annulent. Elle accepte des rôles alimentaires, parfois douteux, dans des films tournés à la va-vite en Europe ou Moyen-Orient. Elle n'a plus la flamme, plus la force. Elle divorce de Romain Gary en 1970, puis se remarie brièvement avec un réalisateur plus jeune, mais cette union n'est qu'un sursaut. Elle enchaîne les séjours en hôpital psychiatrique. Les diagnostics varient. Troubles bipolaires, dépression sévère, état dissociatif. À chaque tentative de remonter, le poids du passé la rattrape. En 1974, lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demande « Pensez-vous que vous avez été brisé par Hollywood ?» Jean sourit tristement, regarde au loin, puis répond « Non, pas par Hollywood, par la peur, et par les gens qui ont besoin que vous restiez à votre place. » Elle sait, elle n'a jamais été acceptée. Ni vraiment actrice, ni totalement militante, ni tout à fait américaine, ni complètement française. Toujours entre 2 mondes. Toujours en déséquilibre. Ses amis la décrivent alors comme une âme errante. Présente sans l'être. Belle encore, mais comme éteinte de l'intérieur. Elle vit seule, dans un petit appartement parisien. Sort peu, ne tourne presque plus. Elle écrit, parfois, des lettres, des pensées éparses, des pages griffonnées de mots sombres. Certaines seront retrouvées après sa mort. D'autres ont disparu. Un jour, elle dit à un ami proche « Je n'ai plus peur de mourir. J'ai juste peur de continuer. » Le 30 août 1979, Jean Sebert disparaît. Elle avait quitté son appartement parisien, sans prévenir personne. Ce n'était pas la première fois. Ses proches s'inquiètent, bien sûr, mais ils ont appris à vivre avec ses absences. Jean, depuis quelques années déjà, vit en retrait. Isolée, brisée, anesthésiée. Elle dort mal, mange peu, erre dans sa propre vie comme une visiteuse indésirable. Une odeur nauséabonde s'en dégage. À l'intérieur, le corps sans vie de Jean Sebert. Une boîte de somnifères vide est posée à côté d'elle. Il fait encore chaud, et le cadavre est en décomposition avancée. Jean est morte depuis au moins 9 jours. Le choc est immense. La presse titre « La fin tragique de la muse de la nouvelle vague ». Mais le cœur n'y est pas. Tout le monde savait, au fond, que cela finirait ainsi. Le rapport d'autopsie conclut à un suicide probable par overdose de barbiturique et d'alcool. Mais certains éléments troublent. Pourquoi son sac à main est-il posé à l'extérieur de la voiture? Pourquoi la lettre est-elle incomplète, presque effacée? Et pourquoi la police met-elle autant de temps à officialiser l'identité du corps? Romain Gary, son ex-mari, est l'un des premiers à s'exprimer publiquement. Il accuse directement le FBI. Jean est morte à 40 ans, mais ils ont commencé à la tuer 10 ans plus tôt. Ce n'est pas une overdose. C'est une exécution psychologique. Ces mots résonnent comme une sentence. Et pour beaucoup, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Le jour de ses funérailles, peu de monde. Jean est inhumé au cimetière du Montparnasse, dans un anonymat glaçant. Elle laisse derrière elle un fils adolescent, un ex-mari dévasté, et des milliers de spectateurs qui l'avaient aimée sans jamais la connaître. Sa dernière apparition publique remonte à quelques semaines avant sa mort. Un photographe l'avait surprise dans une station-service, pieds nus, amaigrie, les yeux perdus dans le vide. Personne ne l'avait reconnue tout de suite. On avait juste vu une femme fatiguée, un peu floue, un peu ailleurs.
Puis on avait compris. C'était Jean Sebert. Jean Sebert n'était pas qu'une actrice. Elle était une faille. Une voix fragile dans un monde trop bruyant. Une silhouette indocile que ni Hollywood ni Paris n'ont su vraiment accueillir. Aujourd'hui, son nom évoque une époque, un film, un visage, mais bien peu connaissent l'histoire de la femme qui se cachait derrière. Bien peu savent combien elle a lutté. Contre les studios, contre la presse, contre le pouvoir politique, contre ses peurs, contre elle-même. Pourtant, son influence demeure. Son image dans Un bout de souffle, marchant sur les Champs-Élysées avec le New York Herald Tribune à la main, continue d'inspirer des générations d'actrices, de réalisateurs, de stylistes. Son style, sa voix, son aura, traversent encore les décennies. Mais son vrai héritage est ailleurs. Il est dans le courage d'avoir pris la parole quand tant d'autres se taisaient, dans le prix qu'elle a payé pour ses engagements, dans les failles qu'elle a osé montrer alors que tout le monde exigeait d'elle perfection et glamour. Jean Sebert, c'est le destin d'une femme qui voulait simplement exister. Pas comme une image, pas comme un symbole, mais comme un être humain complexe, contradictoire, libre. Romain Gary écrivait « Elle portait la lumière, mais elle vivait dans l'ombre ». Et c'est peut-être cela, au fond, qu'il faut retenir. Elle n'a jamais cessé de chercher une vérité que personne ne voulait entendre. Elle n'a jamais cessé d'aimer un monde qui, lui, ne l'aimait pas assez.